Mais ça, c'est la queue pour AP, hein, voilà. Alors, je ne sais pas si on va avoir le privilège physique, certes, est-ce que le corps va suivre pour faire la queue pendant 45 minutes? Mais là, la queue, c'est monstrueux. Enfin, je pense qu'on ne va pas rentrer les visuels hier, mais il y avait pas ce monde. On verra. On verra si on y arrive. Épisode 2, on est un peu délocalisé, on est sorti de Paris, on est Watches and Wonders ici à Genève. Bienvenue. Moi, je suis Arthur et je gère 41 Watch à Genève. Et donc, comme Fabrice est venu à la maison aujourd'hui, eh ben, c'est lui qui va présenter les choses chez moi finalement à Genève. Mais on va se balader, on va discuter ensemble de l'horlogerie d'un point de vue global. On va pas parler forcément des nouveautés. Nouveauté, vintage, un peu la relation entre les deux, un peu l'évolution du marché, ce qui deviendra des vintage ici à un moment ou à un autre. Et voilà. Beaucoup de monde, ouais. Après, on est venu samedi, donc on est venu la journée ouverte au public. Mais c'est bien d'un côté de voir que ce marché, il est quand même très dynamique et qu'il y a quand même beaucoup de monde qui a envie d'y participer, de voir les nouveautés, de prendre part à ça. Je pense qu'il y a beaucoup de clients du monde entier qui sont venus. Et puis c'est la première année où AP le fait. Ouais, intéressant. Moi, je suis là depuis mercredi, donc aujourd'hui, c'est journée publique. Donc, j'ai côtoyé les professionnels jusqu'à hier soir. Et c'est très, très intéressant d'avoir que ce soit ouvert au public et pour voir les différences de réaction entre les professionnels et le grand public. Et c'est vraiment très intéressant d'un point de vue, et pas horloger pour nous, pour les ISO 41, c'est vraiment voir les différences de réaction, voir j'écoute les commentaires, je regarde un petit peu vers où ils vont et ce qui les intéresse dans les nouveautés et ce qu'ils découvrent aussi, parce qu'il n'y a pas que des nouveautés, ils découvrent des marques qu'ils ne connaissent pas, donc ils n'ont jamais entendu parler. Mais c'est vraiment intéressant de ce point de vue. Voilà, c'est quand même bien pour eux qu'ils aient tout cet espace. Bon, là, on a quand même AP aussi. On a Audemars. Ça, Audemars Piguet, c'est la... Est-ce qu'ils étaient avant Audemars Piguet? Ils y étaient avant. C'est la première. Oui, mais à Baselworld. À Baselworld, Ils avaient quitté le salon ils avaient quitté le salon. et ils sont revenus, et c'est la première année qu'ils sont revenus à Watches and Wonders. Ils ont eu une idée de génie cette année, c'est-à-dire que c'est pratiquement les seuls qui sont venus pas pour vendre des montres, mais pour présenter leur patrimoine. Ils n'ont pas besoin en même temps. 200 montres du musée à l'intérieur, Ok. des pièces exceptionnelles en vintage, vraiment. Et, et ils ont ouvert ça au public, et ça, je trouve ça vraiment, vraiment bien de leur part, plutôt que de se focaliser sur la Royalo. Ouais, parce que d'un côté, Disco volante, tu as des guichets. d'un côté guichets, présenter des montres, évidemment tous les gens ont envie de les voir, mais sachant que c'est quasiment impossible de les avoir en boutique, c'est bien de montrer aussi d'autres choses, ce que font AP, ce qu'a fait AP dans leur musée, de voir d'autres pièces. Et surtout, ils faisaient quand même des productions très faibles à l'époque. Mais ça, c'est la queue pour AP. Hein, voilà. Alors, je ne sais pas si on va avoir le privilège physique, certes, est-ce que le corps va suivre pour faire la queue pendant 45 minutes? Mais là, la queue, c'est monstrueux. Enfin, je pense qu'on ne va pas rentrer visuel hier, mais il n'y avait pas ce monde. On verra si on y arrive. Non, en vrai, je suis même pas sûr qu'il y ait des nouveautés. Je crois qu'ils ont annoncé les nouveautés avant. En mars, je crois, ils ont annoncé les nouveautés. À vérifier. Mais je crois pas qu'ils aient annoncé des nouveautés. Enfin, ils annoncent pas les nouveautés comme les autres marques, c'est-à-dire le jour du lancement de Watches and Wonders. Patek et Rolex annoncent leurs nouveautés, mais Audemars ne fait pas comme les autres. On n'en a pas d'entrée, nous. On a les parents pauvres. Vous savez que l'horlogerie moderne n'aime pas le vintage. Et ils font un peu de réticence, non? Toujours. Même si ça se structure, même si Rolex a racheté Bucherer, même si... écrivait un livre Ouais, c'est vrai. Même si AP, ils sont en train de lancer leur second-hand plateforme, je ne sais pas comment on appelle ça, leur CPO, merci. Ils sont en train de lancer leur CPO, même si Rolex l'a fait avec Bucherer. Le marché est quand même en train de se structurer, mais il prend du temps. C'est-à-dire que le Watches and Wonders, ça reste la grand-messe du moderne, enfin du retail. La seconde main n'a pas encore sa place, je trouve. Et pas mise en avant en tout cas. Chez Rolex, ça ne s'est pas mis en avant. Non, pas du tout. Même nulle part. Peut-être que ça viendra. Et peut-être que nous irons axer la semaine. Mais oui.
qui tout voir, tu peux pas. Enfin, moi, je suis en même temps venu pour la promotion de mon livre avec mon éditeur, mais chaque visite prend du temps. Hier, je suis passé chez Vacheron Constantin ici. Euh, Juste regarder les pièces, ils ont des pièces de musée à l'intérieur. Juste ça, tu vas y passer 40 minutes. Audemars Piguet, je suis resté une bonne heure. Ah oui, oui. J'ai rencontré une personne très sympa, il m'a fait la visite, il m'a expliqué où est-ce qu'ils avaient réussi à avoir telle ou telle pièce. Je suis rentré dans des détails avec, c'était vraiment, vraiment très, très intéressant. C'est une personne qui s'occupe du patrimoine. Bon, voilà, on va découvrir des choses un peu spéciales, un peu confidentielles, mais très, très intéressantes pour nous, pour moi, pour l'expertise, pour le vintage. Ça te donne accès à des pièces que tu vois pas le Non, reste du temps. Enfin, tu les verrais peut-être jamais. Certaines pièces sont. tu n'y toucheras même pas. Le seul moment où tu vas pouvoir toucher une pièce comme ça, c'est quand par chance, il va y en avoir une en vente chez Sotheby's ou Christie's ou Philips. Et oui, où tu pourras juste Manipuler, limite. manipuler, mais c'est tout. Mais déjà les voir, tu vois une histoire Ouais, bien sûr. dans la pièce. Quoi. On essaie toujours de venir quand même et de voir ce qui se passe. C'est toujours bien de sentir un peu, de voir les nouveautés, de voir comment les gens reçoivent, on va dire, ces nouveautés. Ça donne une bonne tendance sur le marché. Même si moi, mon avis est toujours que le marché primaire, évidemment, il prend tout le spotlight par rapport au marché secondaire, mais il est toujours en retard parce qu'il est très lourd, très gros. C'est des grosses structures qui mettent du temps à pas corriger, mais voilà, s'il y a un problème à corriger, et on le voit, le retail souffre un peu quand même pas mal, sur certaines marques en tout cas, souffre pas mal. Alors que nous, la chance qu'on a, c'est qu'on arrive toujours à s'adapter, on est beaucoup plus agile, beaucoup plus flexible, parce qu'on a aussi cette capacité à suivre, on va dire, les prix de marché. Parce qu'un retailer, enfin les retailers, une fois qu'ils ont fixé leur prix, ils sont un peu bloqués avec leurs prix et leur production et leurs horlogers. Cette grosse machine a du mal à s'adapter. Alors que nous, on a de la chance, on arrive toujours vraiment à s'adapter. Et nous, le marché en ce moment est quand même assez bon dans un secteur, on va dire, pour le retail qui est assez dur. Enfin, c'est, je pense, un peu plus dur pour eux. À part être une femme de multimilliardaire, quel est l'intérêt d'acheter une montre Van Cleef? Oh là 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 là. Alors là, tu poses des questions abominables. Tu veux que je te les montre? Ouais, vas-y. Ah, là, c'est de la folie. Là, tu as des œuvres d'art. Là, tu Ah, as voilà. vraiment des œuvres d'art. Et c'est ça aussi l'horlogerie, c'est pas seulement donner l'heure de la manière la plus précise possible. Ça peut être une approche du temps différente. Van Cleef, ils le font très bien. Tu vois leur univers aussi, ça. Même bien fait, la femme est à gauche, l'homme est à droite. L'homme est actionné par l'aiguille des minutes, la femme est actionnée par l'aiguille des heures. Et ils vont se rejoindre sur ce pont pour faire un baiser. Ce qui est génial, c'est quand l'idée des heures et des minutes, c'est que la femme va monter une seule fois jusqu'au milieu. Lui, c'est les aiguilles des minutes, il va faire des allers-retours pour draguer la nana. Mais c'est extraordinaire. Je veux dire, aller chercher des choses comme ça, dans des finitions pareilles, avec toute cette poésie et ces histoires dans une montre. Non, on n'est pas dans une montre pour dire il est 10h15. Je pense que c'est impossible de lire l'heure sur ce genre de montre, puisqu'à chaque fois que tu la regardes, tu t'intéresses à ce qui se passe, à la beauté du. Oui, mais c'est pas le sujet de départ, c'est pas de police de départ de dire on va faire une idée précise, c'est ça, c'est de donner l'heure d'une manière différente, de manière poétique. Et eux, ils le font très bien. Ils le font très bien. Comme Hermès, ils se rejoignent, mais ils se rejoignent sur ça. En fait, ça donne je trouve, le pouls pour déjà voir comment le marché perçoit les nouveautés, qui seront les futurs vintage qu'on aura dans quelques années, ou dès qu'elles vont commencer à sortir de boutique, on va pouvoir les vendre. Ou des pièces d'exception qui sont sorties à 100 exemplaires. 50, Exactement. L'édition spéciale. Et- C'est chez Languet aussi. Alors là, j'ai fait une belle rencontre. J'ai été invité à aller visiter la manufacture à Gachupeux. Ça, je vais y aller. Ça, c'est vraiment très, très intéressant parce que Languet-Sonneux, ils sont vraiment focalisés sur déjà une architecture de mouvement qui est vraiment spécifique à Glashütte. Niveau mouvement, ils sont très, 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 très avancés et vraiment rien à envier à des manufactures comme Vacheron ou Patek Philippe. Ouais. Tu sais, il y a une blague dans le milieu qui dit que Lange, c'est le meilleur, tout est parfait, Ça fait longtemps que sauf, cette blague est là. sauf que c'est pas suisse et que c'est allemand. Mais c'est quand même. Après, on n'aime pas, c'est des sensibilités différentes. Il y a quand même ce côté germanique parfait, droit, tout est Oui, même bien l'architecture pensé, du même mouvement. l'architecture du mouvement ou la disposition du cadran, le dessin du cadran. Les nouveautés. On peut essayer d'aller voir, on va se rapprocher. Il y a un côté pur dans le design, parfait.
Tout est bien pensé, c'est des Finition belles des boîtes, aiguilles, très beau cadran, très belle aiguille. Tout est très beau, il n'y a pas de place à l'erreur. Que certains aiment un peu ce côté déstructuré des cadrans, mais voilà, chez eux, c'est parfaitement exécuté. Eux, ils sont très forts pour justement mettre au poignet les technologies qui étaient utilisées ou ce qui était utilisé sur les montres de poche, qui elles sont dans des formats de 50 mm, 60 mm. Ils arrivent à mettre ça dans 39, 40, 38 pour certaines montres. C'est-à-dire, je suis à un certain âge, mais bon, j'ai parlé avec des collectionneurs qui sont pour 20 ans de plus que moi. Et quand ils ont commencé au milieu des années 70, le plus gros du marché de la collection et du vintage, c'était la montre de poche. Tout le monde voulait une montre de poche. Les montres poignées ne les intéressaient pas. Et justement, ce collectionneur m'expliquait, moi ce qui m'intéressait, j'étais gamin, j'avais 20 ans, ce qui m'intéressait c'est justement les montres poignets, et j'ai commencé à fouiller là-dedans, à chercher. Et c'est là qu'il s'est rendu compte que c'était vraiment un travail de fond, de prendre ce qu'il y avait vraiment sur des montres de poche, puisque les montres ce n'est pas qu'une histoire de design, c'est vraiment une histoire de complication, une histoire de fonction. Et c'était ramener ça dans un format qui permet de l'apporter comme ça. Ils ont acheté des montres qui n'avaient aucune cote et dont personne ne voulait parce que c'était vraiment beaucoup trop moderne. Et les collectionneurs voulaient de la montre de poche. Bon, bah aujourd'hui, ils ont des montres dans leur collection qui valent 200, 300, 400, 500 000. Ouais. Personne n'en voulait à l'époque. Ouais, C'est bien ça sûr. qui est intéressant parce que C'est vrai. ce qui sortait à ce moment-là, c'était des montres qu'on trouvait à Baselworld, c'est-à-dire le même salon qui avait lieu à Bâle, et c'était des nouveautés. Là, Il y avait une vision un peu, on reviendra sur le côté visionnaire, Ouais, décorrélé du moindre investissement, de la moindre idée d'investissement, qui était vraiment le pur passion ou le pur appréciation du design, des exactement, proportions. et la Et heureusement, on revient à des modèles plus petits parce que je pense que les marques ont eu beaucoup de retours des clients de leur dire je veux aussi des modèles plus petits, c'est un portable, des 42 et aussi épais. Et les gens veulent revenir à des 36, des 38. Bon, Lange One, Little Lange One, ils l'ont toujours fait, mais là c'est intéressant de le revoir chez Patek, on ira voir après. La Nautilus qu'ils ont ressorti en 38 mm pour le 50e et l'Ellipse 37-38, qu'ils ont ressorti ce modèle automatique qui s'appelait Jumbo à l'époque, qui a été remplacé maintenant par la 57-38 qui est vraiment grande, les proportions sont un peu différentes, très larges, très hautes. Et je pense qu'ils ont eu tellement de demandes sur des modèles plus petits, et nous on le voit parce qu'en seconde main à la 37-38 on a tellement de demandes, dès qu'on en a on les vend tout de suite. C'est quand même l'ellipse automatique, quand les gens ne veulent pas des manuels, elle a une belle taille, le format est parfait. Tu ne Ouais. changes pas, il y a un charisme qui est là, tu ne vas pas réussir à dupliquer en... Ouais. Et le progrès, c'est pas forcément, ou l'évolution, c'est pas forcément d'augmenter les tailles ou toujours évoluer. Parfois, on peut garder ce qui fonctionne. Et ils faisaient un peu la gueule, sérieusement, quand ils ont sorti la nouvelle Nautilus et qu'ils ont rajouté 1 millimètre. À un moment, tu commences à avoir des steaks, des poignets, ce qui n'est pas très intéressant. De mon point de vue, j'ai un petit poignet, je trouve pas ça élégant. Ils ont descendu en 38, on verra tout à l'heure quand on va les faire. Évidemment, c'est toujours les tracteurs de l'horlogerie qui attirent tous les regards. Mais toutes ces marques, elles prennent de plus en plus de place et elles sont bien, je trouve, elles vont bien avec, elles proposent quelque chose de différent. Et c'est ça qui est chouette aussi, de voir ce mélange des différentes marques. Tiens, il y a un client à moi. En fait, c'est marrant. Attends, je vais le saluer quand même parce que... Là, voilà. Est-ce que tu m'entends correctement? Est-ce que tu m'entends, moi, Fabrice? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends, Bruce? Est-ce que tu m'entends, Bruce? Le rang de tous les Watches and Wonders est détenu par Cartier. En même temps, Cartier, t'as vu, c'est en train de monter. Après, belle bielle. Ils font des belles pièces, ils savent ce que c'est le gel potassieux, beau design, des choses intemporelles, des choses confortables, parfois certaines marques des nuits. Et eux, ils arrivent quand même à ressortir, à s'inspirer du passé, mais en même temps créer des nouveautés. Ça a toujours été ça. Et c'était jusqu'à maintenant avec ces modèles-là, ressortir la centre. Ils arrivent à s'inspirer du passé, à la modernité un petit peu, comme la tente, toujours à toujours la faire évoluer. Ces modèles toujours, Icare, Cullen Post, ça arrive quand même toujours à évoluer. Et c'est pour ça, je pense que Cartier plaît beaucoup. Ouais, c'est magnifique. Et ouais, ils reprennent le modèle historique Santos Dumont. Ouais, Santos Dumont, oui. Il a existé aussi, parfois avec un bracelet, et là il le remodernise avec un nouveau bracelet. Ça avait une vraie inspiration vintage.
Les modèles sont plus grands que les modèles anciens, mais il y a une vraie inspiration. Oui, que le bracelet en lui-même, tu as un bijou de qualité Cartier. Enfin, je veux dire, c'est pas. Oui. Très bonne qualité, une très bonne qualité de fabrication. Bon, là, ils ressortent la Roadster. Moi, j'ai pas compris. Donc, ils ont toujours tous les ans L'envie de ressortir un nouveau modèle qui s'inspire du passé, comme donc ils ont ressorti la Santos, la Baignoire, la Panthère. Et là, ils ont ressorti la Pacha aussi. Et là, ils ressortent la Roadster. Alors, pour moi, c'est un modèle qui a jamais trop marché. Qui a un petit. C'est un peu le problème des années 2000, un peu chunky. Bon, ils ont décidé de ressortir ça. Moi, je suis pas fan du tout. Bon, pas une question de. L'attrait, quand ils ont ressorti la Panthère, ça Ça a fonctionné monter pour le la prix des Panthère, Panthères. ça a fonctionné pour la Must, pour la Tanz Ghost. Pour les baignoires, ça a très bien fonctionné. Bah, l'histoire nous dira si ça fonctionnera pour celle-ci. Enfin, si on a bien une boule de cristal. T'aurais acheté 15 Roadster. Non, bah, il les a pas achetés. Donc, Non. Alors l'intérêt pour Hermès, alors ça c'est très bien parce qu'au niveau du positionnement, tu es encore dans un positionnement français. Hermès, ils ont des mouvements de plus en plus beaux qui sont faits chez Vaucher. Donc ils ont une partie qui en fait ils peuvent commencer à se targuer de dire on est une manufacture parce qu'ils en ont acheté une partie de Gaucher. Ces mouvements sont de très très belle qualité, ce qui leur a permis de sortir de très très beaux modèles. Ils ont un savoir-faire. L'intelligence Hermès, il n'y a rien à dire dessus. Et surtout, Hermès, ils arrivent quand même avec ce côté poésie de d'autres pays, avec des complications différentes, le temps suspendu, des choses qui sont on n'a pas l'habitude de voir, qui sont dessus fraîches, qui donnent des nouvelles choses et qui sont très très belles. Et ils ont un vrai savoir-faire sur les métiers d'art. Sa marqueterie, ils ont des choses qui sont exceptionnelles. Et moi, personnellement, il y aurait des choses à dire chez un vintage. Et pièces un peu oubliées, parfois que les gens ne pensent pas à revendre parce qu'ils se disent pas, tiens, il faut revendre ma Hermès. Mais il y a des pièces qu'ils ont fait, des métiers d'art qui sont magnifiques. On émaille, Vous démontre tout simple, hein, parce que la légitimité d'Hermès, c'est le fait de se diriger comme ça vraiment dans les riz, c'est archi légitime, c'est comme tu disais, ils ont vraiment, c'est la recherche de la perfection. Quand ils font quelque chose, ils le font à fond, ils le font vraiment à la perfection. Pas Vuitton, quoi. C'est un modèle qui est différent. Et qu'on n'avait pas forcément vu ce modèle avant. Ouais, ils ont sorti ce modèle qui est différent, je trouve, mais c'est frais. Je n'ai pas regardé en détail, mais c'est frais. Dans leur collection, c'est autre chose. Quand il y a eu cette espèce d'engouement pour les Nautilus, tout le monde s'est excité sur toutes les montres de la planète qui devaient ressembler de près ou de loin à la Nautilus en disant Gérald Zetta a décidé ça. C'est vrai qu'il dessinait toute la nuit des montres pour tout le monde. C'est beau. L'ingénieur, c'est une jolie montre, ils l'ont ressorti. Mais c'est là qu'on peut un peu voir, et là je te rejoins vraiment là-dessus. Quand tu fais une réédition d'une montre, tu prends le côté patrimonial de cette montre. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui elle fonctionne? Pourquoi les gens aimeraient bien retrouver cette montre? Pourquoi lui rajouter 2 mm et 1,5 mm en épaisseur et 2 mm de plus sur le bracelet? Et par exemple, moi, ce qui me faisait vibrer par exemple sur une 5402 alors que je ne vibrais pas du tout sur une 14500 de chez AP, c'était l'épaisseur du bracelet. Il est super fin, c'est agréable à porter, c'est joli, c'est discret, c'est élégant. Et d'un coup, on va faire un bracelet qui fait 3 fois l'épaisseur. Et je me retrouve avec quoi? Une côte de bœuf au collier. Enfin, je veux dire, non, mais c'est dommage. Et puis surtout des gros chanfreins, très folie, c'est beaucoup plus voyant, même les finitions du cadran. La petite tapisserie, elle est quand même plus discrète, les index sont non brillants, c'est plus fin. Et maintenant, tous les index, toutes les hélices sont facettés, prennent la lumière. Il y a un côté très brillant, très flashy, que beaucoup de clients n'aiment pas parce que c'est beaucoup plus ostentatoire que les modèles anciens. Donc, dans le mauvais côté des choses, quand on ressort des rééditions, ça va valoriser des pièces vintage, mais pas dans le sens qu'on voudrait avoir. On est complètement d'accord. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Par contre, certaines manufactures, pour moi, vont réussir à faire une réédition. La 222 de chez Vacheron-Constantin, ils sont restés. C'est une 222. Patrimoine. Là, ils sont vraiment restés patrimoine pour le coup. Elle est magnifique, que ce soit en or, en acier. C'est parfait parce qu'ils sont restés. Ils sont restés dans les côtes, mais c'est la personne qui fait ça a une bonne perception de qu'est-ce qui rend cette montre exceptionnelle. Il le perçoit, il le sait, il est capable de le dupliquer. L'OMDM, elle est superbe. Tu as des petits chronos, tu as des petits hors acier, etc. Et puis bon, après, ils ont changé la marque. C'est devenu Mulot. Et
Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant de voir notre précédent. Ça fait son anniversaire, il y a des sorties d'édition de la beauté et notamment une plus petite en 38 mm complète. Et très bien. Ce cadran symétrique. Et ce qui est assez intéressant, c'est que justement, on a toujours été, nous, des grands amoureux des versions mid-size, des versions 36 mm, la automatique. Comme la 3800, il y a beaucoup, même récemment, là, alors, par beaucoup d'engouement sur cette caisse-là. Évidemment, ça fait un clin d'œil anti-00, les modèles quand même plus petits. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la marque revient à quelque chose de plus petit. Je pense que c'était une demande importante pour les. Après, moi je suis triste. Et évidemment, arrêter la Nautilus. Alors, ils l'ont arrêté au moment où tout le monde, c'était le pic, en tout cas en marché de la seconde main, ou le pic qui avait évidemment beaucoup de demandes sur ce modèle-là chez Patek Philippe. En même temps, ça s'est quand même recalmé. Je trouve dommage qu'ils arrêtent ce modèle emblématique. J'aurais aimé que cet Acadicus complément dans cette collection. Parce que du coup, j'ai l'impression qu'il y a quand même une nostalgie à avoir du mal à arrêter cette collection. Parce que quand ils ont arrêté le modèle, ils ont que des éditions limitées, les petits papiers, le cadran vert, il y a eu plusieurs séries limitées pour dire voilà, on arrête le modèle. Puis c'était pas les 50 ans, puis les 50 ans, on refait une édition limitée. Donc c'est un peu comme avoir du mal à vieillir en foire, mais c'est dommage qu'il arrête. Peut-être qu'un jour il pourra relancer, j'espère. Mais en tout cas pour nous, c'est une collection qui marche énormément. Pour le seconde main, ça marche fort, on a énormément de demandes. Et tous les modèles de dette se vendent très très bien, parce que les gens aiment cette collection. L'ellipse. L'Eclipse. Tu vois, dans les exemples des marques qui ont foiré, t'as eux. Nouveau, tellement propre, tellement développé, tellement évolué techniquement, que Rolex l'a pris pour ça déconne. Je sais dire, c'est pas la peine de chercher plus loin. Ça n'a pas réussi après. Non. C'est bien dans le temps. Ça reviendra. Ça reviendra peut-être gérer une marque comme il pourrait gérer une autre marque qui n'était pas de l'horloger, alors que c'est quand même un secteur qui ne vend des objets qu'à des gens passionnés. Donc s'il n'y a pas cette connexion, quand on dirige la marque juste d'un point de vue, les KPI, à checker des chiffres, à faire des rentabilités, in fine, même si on essaie, on a les plus beaux business plans, les plus belles data sur le marketing, ça manque, ça se ressent et les gens, in fine, vont le ressentir dans leurs achats ou dans leur communication. Et je pense que finalement, après, ça se ressent sur le marché, c'est-à-dire va être moins demandé. Nous, en marché secondaire, nous, on est quand même le marché avec lequel on voit le produit, est-ce qu'il prend, est-ce qu'il marche. Un produit qui est très demandé, qui marche beaucoup, et ben on va avoir, nous, en seconde main, beaucoup de demandes aussi sur ces modèles-là. Malheureusement, quand des petits ne marchent pas première main, on va le voir nous aussi. Après, il y aura peu de demandes, de désirabilité. Et ça, c'est que les marques ont du mal à le sentir au début. Et nous, on arrive souvent à le sentir en temps réel si ça prend. Et malheureusement, c'est vrai qu'en ce moment, j'espère que ça changera. Zélite, c'est pas trop le vent. Si la marque, dans ses lancements, a un objectif de feeling, de rentabilité, d'économie des coûts, d'économie d'échelle, et il y a beaucoup de marques qui se mettent à moins décorer, à faire des économies sur les choses qui ne se voient pas. Et malheureusement, c'est des petites choses qui font qu'en fin, les gens délaissent cette marque. Après, Zélite, évidemment, il y a toujours un historique, il y a toujours pas beaucoup de marketing, ils arrivent toujours à supporter des events, ils ont toujours quand même beaucoup d'attrait. Mais moi, je ne peux pas m'en retirer l'idée que toutes les marques qui appartiennent à des grands groupes sont un peu bloqués, ces grands groupes, pour différentes raisons. Comme Gégère, ils ont un matrimoine de fou, je veux dire, bloqués, brégués, ils ont postulé. On parlait pendant des heures et pareil, ils sont aussi bloqués. Je pense que c'est des marques qui sont bridées par des grosses marques comme Logique, purement financières, alors que l'horlogerie, c'est quand même décorrélé au financier. Il faut que ça parle de passion. Genta, maintenant, on en parle comme un génie, mais à l'époque, il faut pas dire que personne n'en voulait, mais très peu de gens. C'était vraiment, ça sortait. Si on suivait un businessman ou l'équipe marketing, à ce moment-là, ils n'auraient pas sorti de Royal Oak, ils n'auraient pas sorti de Nautilus. Pourtant, ça a été fait avec de la passion. T'en as marre là, T'en as marre là, Attends, je vais me taper toute la semaine ici, dormir 4 heures par nuit, excuse-moi, mais... Fais vite fait l'ellipse. Ce qui est assez marrant, c'est qu'ils ont quand même mis les nouveautés dans un décor préférent de toutes les autres.
qui est un esprit très 70s dans les couleurs. Donc c'est assez marrant de lui reprendre ses inspirations de vintage pour finalement les remettre à leur tour du jour. Donc là, nous, ce qui nous intéressait ici, c'est surtout le fait qu'ils aient ressorti la 3738, qui est des modèles très demandés, iconiques, des ellipses automatiques, jumbo. Maintenant, le modèle actuel, c'est la 5738 qu'on voit à gauche, qui est évidemment beaucoup plus grande, et les proportions ne sont pas exactement les mêmes. Et donc, le fait de ressortir la 3738, qui était très demandée par les collectionneurs, qui nous, on voit, est très demandée, que ce soit en or jaune qui est très rare, ou en or rose avec son cadran en marron, c'est vraiment des modèles qui sont vraiment iconiques et indémodables. Et je trouve que c'est un très très bon signal de l'avoir ressorti. Alors, elle est quand même à un prix assez conséquent. Je pense que ça va du coup dynamiser aussi les ellipses qui s'étaient placées sur un prix de marché. Quand on voit le prix auquel maintenant il l'affiche, c'est sûr que ça va peut-être booster la cote des 37-38 qui étaient plus anciennes. Mais c'est chouette que la marque reprenne ce modèle, se le réapproprie, le ressorte et sorte les deux. C'est pas on arrête l'un pour aller vers l'autre. On a les deux qui sont ensemble. J'aimerais bien revoir des ellipses lady ou des médiums pour une collection où on devrait y avoir 4 tailles. Nous, on a beaucoup de demandes sur les médiums et beaucoup de demandes sur les lady, tout avec bracelet. À chaque fois qu'on en a, on les vend très vite. Et peut-être que ça va, donc j'espère que c'est le début et qu'il va y en avoir d'autres. Mais en tout cas, c'est un bon signal. C'est un très très bon signal, parce que moi je me disais la même chose pour la Calatrava, hein, s'il pouvait redescendre un peu de passer au 39. Moi, j'ai aussi fait de voir dans la 747 une time only qui ressemble juste à une aiguille, et puis en fait c'est une minute repeater. On s'en rend pas compte, mais voilà, il y a juste le levier sur le côté, et c'est une minute repeater, c'est tellement understated, c'est des choses dont on se rend même pas compte quand on l'a au poignet, mais en fait on a une pièce de très haute horlogerie. Ça pour moi c'est pas tech, c'est discret, c'est intemporel. Ils ont donné un côté sport, on va dire, dans le design, mais ils ont mis une minute repeater sur Un répétition minute, dans elle, c'est quand même... C'est osé. On est content que le marché se structure avec justement le CPO Bucherer, Audemars, etc. Et d'un côté, beaucoup de gens me demandent est-ce que vous avez peur de disparaître parce que ces marques prennent aussi leur part dans le vintage? Moi, je leur dis non, parce que je suis très content légitimise ce marché, que les gens ne trouvent pas, qui trouvent de moins en moins que le marché vintage est un peu shady ou ça manque de transparence. Donc je trouve que des marques, vous faites s'en saisir, apportent de la transparence dans le marché. Et en même temps, il y a une chose qui ne remplacera pas, c'est que souvent les marques, elles ont quand même, quand elles révisent des montres ou quand elles reprennent des montres en CPO, ce côté de vouloir remettre la montre dans son état d'origine, en tout cas de fonctionnalité. Et Rolex, on le voit souvent, ils changent les cadrans, s'il y a de la patine, des choses comme ça. Et donc c'est vrai que beaucoup de ces montres qu'on voit aussi dans CPO sont des montres tout à fait authentiques, mais ne sont pas forcément intégralement d'origine. Donc pour Rolex, ça coche tous leurs critères, elle est superbe, elle est encore étanche, la montre elle a 50 ans, elle est étanche. Oui, mais c'est leur cahier des charges. Oui, exactement. Mais sauf que d'un point de vue vintage, d'un point de vue historique, ça a perdu le côté original de la pièce. Et nous, ça va impacter mécaniquement, enfin pour nous, ça impacte mécaniquement la cote du modèle. Et la marque finalement ne va pas s'en soucier. Donc on aura toujours, nous, les collectionneurs, qui voudront des pièces parfaitement d'origine, qui vont vouloir justement notre expertise d'avoir une pièce d'origine très bon état, plutôt que d'aller acheter une montre chez la marque pour être assuré qu'elle est authentique, mais qui ne sera pas d'origine. Et mécaniquement, ça se ressentira sur la partie valeur intrinsèque. Pour moi, le plus important, c'est... Il y a l'état de la montre, hein, mais c'est surtout la transparence de l'expertise c'est ce qu'on recherche. Moi, une montre ne va pas passer, je refuserais une expertise, par exemple, sur une montre, si, comme tu dis, telle ou telle chose a été changée. Maintenant, il y a quand même un dossier qui est en train de prendre une certaine importance, c'est le dossier de la restauration. Qui va restaurer? Et je sais que moi, je parle avec énormément de professionnels du vintage, et très très haut niveau. Ça fait là maintenant plusieurs fois qu'on se réunit et qu'on en discute. Le sujet de la restauration, c'est qui va restaurer, qui est capable de restaurer en respectant, véritablement en respectant ce qui a été fait à la base. Repeindre un cadran, ça veut rien dire.
reprendre un cadran, respecter le travail de galvanisation qui a été fait parce que le collectionneur veut récupérer. Je veux dire, j'ai eu le cas de figure de collectionneurs qui avaient des... C'était un collectionneur qui avait des Vacheron Constantin, des petits 33 mm chronographes, avec des cadrans en ruine. C'est dommage, c'est pas joli. Bon, bah, il a fallu lui trouver qui est capable de restaurer ce type de produit en respectant véritablement ce qui était fait. Est-ce qu'on peut faire un travail en collaboration avec Vacheron Constantin pour ça? Il a fallu travailler là-dessus, etc. Et ça se fait, ce genre de choses. C'est l'état d'origine, rien de perdu sur cette ténèbres de gravité, fait que de toute façon les plots ils vont arriver, les canons des aiguilles vont s'user, etc. Bon, bah, il y a tout ça. Voilà, il y a un travail qui commence à être fait là-dessus, et justement, je trouve que ce qui est extraordinaire aujourd'hui dans le monde de la collection, et c'est là que ça me fait plaisir vraiment de travailler de collaborer avec 41 Watch, tout comme avec des boîtes comme Bestial Collective ou vraiment des collectionneurs qui ont des pièces complètement dingues, c'est que tout le monde commence à se fédérer, c'est-à-dire tout le monde communique en un. C'est fini la guéguerre, tout le monde se tire dessus. Maintenant, tu connais plein de choses sur ça. Moi, je te donne tout ce que je connais. Voilà, et on partage, on met ça sur la table et ça commence à venir. Là, ça commence à très très bon signe là pour les collectionneurs. Mais effectivement, un collectionneur, s'il part dans l'optique, moi, je veux ce modèle, je veux une Calatrava 96 pour l'exemple que tu donnais, mais je la veux à moins de temps. Je veux faire le coup du siècle. Il fera pas le coup du siècle, il va acheter une 96. Les anses, ça sera des cure-dents. Et puis, bah non, parce que quand les collectionneurs auront tous fait leur collection avec son modèle-là et qu'il arrivera, personne n'en voudra en disant bah non, son état ne justifie pas du tout. Donc du coup, il se retrouve avec une montre dont personne ne veut en plus, par-dessus le marché. Donc oui, il faut se faire accompagner dans le fait de trouver une bonne pièce qui correspond à son budget et à ce qu'on recherche, et tout ça, il faut être accompagné, parce que c'est beaucoup trop compliqué. Tous les collectionneurs qui ont fait les mêmes erreurs au début, je veux plus du siècle. Ça a toujours été le strict de moi-même, si c'est ça, au début, et voilà, t'es là avec une caisse, après, bah non, c'était pas celle-là qu'il fallait prendre. J'aurais dû mettre avec quelques milliers de plus, et Économiser davantage. là, j'avais celle que j'ai refusée, qui vient d'être vendue chez Christie's. Voilà, c'est ça. Bon, c'est le game, hein. Ouais, ça fait partie. Et puis on apprend, C'est pas l'apprentissage, voilà. Exactement, c'est l'apprentissage, c'est ça. Et ça fait partie de la connaissance qu'on peut avoir dans le monde de la collection. C'est pas juste connaître de leçons, c'est les expériences et écouter les anciens et leurs expériences foireuses. Moi, Baselworld, j'ai commencé Baselworld depuis le début des années 2000. Chaque année, c'est un régal de regarder ça, de regarder l'évolution de cette industrie. Et moi, j'espère qu'on vous a permis de bénéficier un peu de ça, Francis. Et de lui faire le lien que nous, on fait finalement tous les jours dans ce monde de l'horlogerie entre le moderne et le vintage, de voir les différences, de voir ce que nous regardons sur les futurs classiques ou ce qui fait une montre qui a une vraie valeur. On parle pas de prix, on parle de vraie valeur au fil du temps. Et c'est intéressant de voir justement comment les marques maintenant reviennent peut-être à des modèles plus petits ou s'inspirent du passé. Et nous, c'est un plaisir aussi de discuter, d'avoir le temps dans ce format, pouvoir en parler davantage, d'avoir le temps d'en discuter un petit peu plus. On espère que vous avez apprécié cette balade et on vous retrouve pour le prochain épisode de Walchitra. C'est dans la boîte, tu fais un clapet pour c'est dans la boîte. C'est quoi? Ouais, c'est pas vrai. C'est pas mal, non? Dans la boîte. Il est comme moi. Je suis là, genre. Il est comme moi. C'est dans la boîte. Pour abîmer mon pote.